fidèlement par les livrettos. Et donc, il est donc plus que naturel de l'accueillir ici, aujourd'hui, dans ces murs. Jean-Claude, homme aux multiples talents, critique musical et littéraire, éditeur, avocat. Il est aussi un auteur. Donc j'ai cité Tchekhov, laissez-moi simplement citer Silberstein. Être avocat, c'est être noble et indépendant, tout ce que j'aime. Jean-Claude, être éditeur dans l'idéal, vous savez que c'est pareil. Et il y a aussi une phrase de notre ami que j'aime bien parce que nous partageons les mêmes goûts. J'ai beaucoup fréquenté la littérature française, mais après la génération Camus-Guattari, ce n'était pas trop ma tasse de thé. Je ne sais pas ce qu'il faut le dire, mais en tout cas, comme si la fiction française avait été stérilisée par la trilogie Barthez, Foucault et Derrida, il y avait et il y a un besoin de raconteurs d'histoire. Ô combien, Jean-Claude, à vous de nous raconter l'histoire. Alors, il y a 60 ans, je fus présenté à Jean Paulhan comme le jeune phénomène qui avait retrouvé de quoi ajouter un 5e volume à ses œuvres complètes. Paulhan avait 80 ans, il me fit l'effet d'un très vieux monsieur. On disait à l'époque un vieillard. Aujourd'hui, on dit personne âgée, senior, c'est plus élégant. 4 ans plus tard, il décédait. J'ai trouvé sa longévité admirable. Et voilà que si Dame Nature me prête vie, dans moins de 2 mois, j'aurai 87 ans. Eh bien, cela me sidère. Je n'ai pas d'autre terme. Ça me sidère quand je pense à mes chers disparus. Marie-Christine, partie à 70 ans. Mon père, mon beau-père, le professeur Bernard Alperne, qui m'ont quitté à 73 ans. La sagesse populaire dit qu'il ne faut pas craindre de vieillir, c'est un privilège que tous ne partagent pas. Et ça me sidère aussi parce qu'il est resté beaucoup en moi de l'enfant caché que je fus durant les heures sombres de l'occupation. Et c'est à cet enfant caché-là que je dois ma vocation d'éditeur. C'est dans le grenier de l'hôtel Portalis à Brenois que j'ai découvert ces objets merveilleux, les livres, et le vice impuni, dit-on, qu'il suscite, la lecture, ne m'a jamais quitté. Lecteur insatiable, les classiques de ma jeunesse, Jules Verne, Jacques London, Dumas surtout, c'est un concours de circonstances un peu baroque qui m'a fait découvrir l'œuvre de Paulhan, mais cela a changé le cours de ma vie puisque c'est une collaboratrice des éditions Chou où je préparais avec Pierre Auster les fameuses œuvres complètes de Paulhan qui m'a, après quelques péripéties, présenté la femme de ma vie, celle dont j'aime dire aujourd'hui qu'elle fut une petite fée capable de transformer une citrouille. Et la citrouille sans vanité, c'était moi, bien sûr. Lors du cocktail de lancement des œuvres de Paulhan, j'ai fait la connaissance de Guy Dumur, qui dirigeait les pages culturelles de l'Observateur. Percevant la précarité de ma situation, j'avais abandonné mon droit car la perspective de traiter des dossiers de divorce, d'accident et de plaider en correctionnel ne me séduisait pas du tout. Il m'introduisit à l'Observateur pour me confier 2 rubriques, le jazz et les romans policiers. C'était à l'époque ce que je considère aujourd'hui comme les chiens écrasés de la culture. Prendre le petit déjeuner avec Duke Ellington, passer 3 jours avec John Coltrane à la découverte de Paris, cela n'a jamais enthousiasmé mes parents.
Mais, en revanche, mes recensions de romans policiers ont attiré l'attention de deux maisons d'édition, les éditions Gallimard, où je fis des lectures pour deux collections dont s'occupaient l'aimable et exquis Roger Grenier, et puis les Presses de la Cité, qui me dirigeaient alors par le Danois Sven Nielsen, qui me confièrent la direction de leur collection Un Mystère. Ça s'est très vite et très mal passé. Nielsen imagina que j'étais un agent du sionisme international parce que j'avais confié la traduction d'un polar archéologique qui se situait dans un champ de fouilles en Israël à un traducteur nommé Ashkenazi. Il en faut moins aujourd'hui pour avoir cette étiquette. Et ma bonne étoile voulut que je rencontre alors Georges Simenon, qui, providentiellement informé de cette situation, Simenon était Dieu le Père auprès de la Cité, m'aida à obtenir mon licenciement, car le peintre Nielsen espérait que j'allais donner ma démission. Qu'allez-vous faire me demanda Simenon. Reprendre mon droit, je répondis, car j'avais découvert sur le tas et le tard que l'on pouvait être avocat en s'occupant de livres, de musique, d'audiovisuel, ce qu'on appelait à l'époque du noble nom de propriété littéraire et artistique, non sans quelque affectation. Échaudé par l'épisode Nielsen, je m'étais juré de ne plus jamais remettre les pieds dans une maison d'édition. Mais ma bonne étoile me fit croiser la route de Bernard de Fallois, qui me dissuada d'abandonner ma vocation première en me disant « Tu pourras très bien faire les deux ». J'ai dit que l'épisode des Presses s'était mal terminé, j'avais tort. Comme disait ma vieille maman, dans tout mal, il y a un bien. Embarqué par Fallois au groupe Hachette, comme conseiller freelance, j'ai poursuivi ma collaboration au Nouvel Obs. Je suis également intervenu chez Champs Libre pour une collection un peu sulfureuse, Chute Libre, tout en poursuivant mon cursus à la faculté de droit, et j'ai prêté serment d'avocat en 1973. J'avais 35 ans. Et j'ai eu la chance de faire mon stage d'avocat chez l'un des meilleurs avocats de sa génération, j'ai nommé Georges Kiechman. En 1975, Fallois me dit qu'il quitte Hachette pour prendre la direction générale des Presses de la Cité. Je pense que notre amicale collaboration va prendre fin, mais non. Il m'embarque à nouveau, cette fois au comité de lecture des éditions de Julliard, avec Anne-Philippe et Jean-Marc Roberts. Je suis chargé de la littérature étrangère, je fais publier des inédits d'Italo Calvino, Nabokov, Primo Levi, John Didion, qui avaient été négligés par les grands éditeurs, ce qui me vaut l'attention d'un autre collaborateur du groupe, Christian Bourgoin. Lorsque je m'aperçois que nombre de mes écrivains de prédilection ont disparu des catalogues de leurs éditeurs d'origine au profit de nouveautés qui ne les valent pas toujours à mon goût, et surtout que le haut du pavé, vous l'avez dit, cher Vincent, est dominé par des essayistes de haut vol que je trouve bien difficiles à lire, dans un de mes très rares moments d'altruisme, je crains pour la lecture et ses nombreux bienfaits, dont je suis le résultat. Comment développer son esprit critique, source de toute véritable citoyenneté, si on ne le lit pas? La modernité de l'audiovisuel commence déjà à faire des ravages. Nous n'en étions pas au siècle d'Internet. Pour entretenir le goût de la lecture, quoi de mieux que les grands raconteurs d'histoire? Or, en 1980, Somerset Maugham, Evelyn Waugh, Travell, Nancy Mitford, Saki, même Fitzgerald et Woodhouse et tant d'autres ne sont plus disponibles. C'est l'origine de mon domaine étranger que Christian Bourgois accueille avec enthousiasme après avoir déclaré au monde « La théorie, c'est foutu ». 3 ans plus tard, je fais rééditer dans mes grands détectives les meilleurs des romans policiers que j'ai chroniqués à l'Observateur 15 ans durant et qui ont disparu des catalogues, eux aussi. Avec Van Gulik et d'autres, je lance la mode du polar historique.
L'aventure va durer 30 ans, 3000 titres au total, quelques 20 millions d'exemplaires. Mais avec l'âge, le goût des romans s'effiloche. Certes, je lis toujours Philippe Roth et Vargas Llosa, mais je me tourne de plus en plus vers les livres d'histoire, les essais. Chez 10-18, j'ai réussi à glisser un ou deux livres de George Steiner, un Bertrand Russell, mais l'histoire, me dit un gestionnaire, ça ne rapporte rien. Heureusement, chez Talandier, on ne l'entend pas de cette oreille. Et en créant Texto en 2007, ce qui me vaut la couverture du cahier livre de Libération, je peux ramener en librairie les principaux livres de Winston Churchill. Les 2 volumes de ses mémoires de guerre s'écoulent à 60 000 exemplaires chacun, et les volumes de témoins, les 6 volumes de Témoins parmi les hommes de Kessel presque autant. Je n'ai pas souvenir que l'article de Libé, 3 pages, avec mon portrait en majesté, ait enthousiasmé mes camarades de 10-18. Pas plus que n'avait fait la double page de Charlie Hebdo, au titre pourtant prometteur, Wilberstein, l'homme qui fait jouir nos bibliothèques. C'est l'époque où les belles lettres, dont je suis le conseil depuis au moins 2 décennies, m'ouvrent les bras. Elles m'offrent la possibilité de rééditer des essais devenus inexplicablement introuvables de Koestler, Bertrand Russell, Steiner, Chesterton, Huxley, Martin Buber, Raymond Aron, Primo Levi, Virginia Woolf et tant d'autres. Puis lorsque mon idylle avec 10-18 s'achève, j'ai repris mon domaine étranger où je fais refleurir Woodhouse, tant aimé par Jean d'Ormesson et Jacqueline de Romilly, Tchekhov, Joseph Roth, Orwell, une édition bilingue de Guilsville magnifique à l'occasion du centenaire, Pessoa et les poèmes de mon ami Jim Harrison, la part de son œuvre qui lui tenait le plus à cœur. Enfin, c'est encore aux belles lettres que je poursuis mon goût de l'histoire avec des incontournables comme Des hommes ordinaires de Christopher Browning, Des voisins de Jan Gross, Rome et les barbares de Peter Ritter, et ce mois-ci, les verbatims des grandes conférences de la Deuxième Guerre mondiale, où l'on retrouve les propos échangés par Churchill, Roosevelt, Staline et aussi Truman aux conférences de Téhéran, Yalta et Potsdam. 6 décennies qui ont passé bien vite. Je vous suis reconnaissant à tous de m'entourer ce soir, et je n'oublie pas ceux qui m'ont aidé dans mon parcours, à commencer par Bernard de Fallois et Christian Bourgois. Aujourd'hui, je veux remercier tous, et tout particulièrement Vincent, qui m'a démontré une fois encore son sens inoxydable de l'amitié, et aussi Caroline Noireau, pas seulement parce qu'elle a accueilli mes 3 dernières collections, promis je n'en ferai plus d'autres, mais aussi parce qu'elle a réussi à s'extraire de son sous-marin du boulevard Raspail pour se joindre à nous. Merci à tous.